Vous suivez la dernière grande édition du journal de RTI1. Voici ce qui fait la une de l'actualité. Ouverture par le Premier ministre Robert Begré-Mambé de la 15e édition du Forum de la rentrée syndicale de la CSI Afrique. Plus de 40 pays ont répondu présents à ce rendez-vous. L'employabilité, le salaire décent, la paix et la transformation économique pour la justice sociale étaient en toile de fond des échanges. L'événement s'est tenu à Grand-Bassam. La révolution est en marche dans la cacaoculture en Côte d'Ivoire et c'est Tia Salé, cette ville à plus de 100 km d'Abidjan, qui a donné le ton. La toute première plantation agro-industrielle de cacao du pays y a vu le jour. Un projet ambitieux qui promet de redéfinir l'avenir de la filière cacaoyère en Côte d'Ivoire. Et puis, les dirigeants des 27 États membres de l'Union européenne se réunissent ce mercredi en visioconférence pour un débriefing de la rencontre centrée sur l'Ukraine entre Emmanuel Macron et Donald Trump à Washington. Réunion virtuelle en prélude au Conseil européen extraordinaire du 6 mars prochain, a annoncé ce mardi le président de l'Union, Antonio Costa. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne qui rassemble. On entame ce journal à Grand-Bassam où la 15e édition du Forum de la rentrée syndicale de la CSI Afrique a eu lieu. Elle a rassemblé plus de 40 pays autour d'une problématique essentielle, l'employabilité, le salaire décent, la paix et la transformation économique pour la justice sociale. C'était en présence du Premier ministre Robert Begré-Mambé. Marie-Chantal Akandan, Ulrich Adongon. Un salaire juste, un emploi stable, une économie inclusive. Ces revendications sont au cœur de la 15e édition du Forum de la rentrée syndicale de la CSI Afrique, ouverte par le Premier ministre à Grand-Bassam. Plus de 40 pays y participent pour renforcer le dialogue social et trouver des solutions aux défis du travail sur le continent. C'est un plaidoyer pour que le dialogue social soit utilisé comme principal instrument de résolution des conflits et de prévention des crises sociales, comme le recommande l'Organisation internationale du travail. La nécessité d'un salaire décent, la protection sociale et une transformation économique durable alimenteront les débats. Le dialogue social reste un levier essentiel pour aboutir à des actions concrètes. La justice sociale en Afrique résonne avec acuité dans le contexte africain actuel. Le constat est que l'insertion des jeunes sur le marché du travail constitue l'un des défis majeurs de nos économies africaines. La Côte d'Ivoire, consciente de cette réalité, a fait de l'employabilité et la lutte contre le chômage des jeunes une priorité nationale. La Côte d'Ivoire a engagé plusieurs initiatives qui pourraient servir d'exemple. Entre autres, la revalorisation régulière du SMIC, qui est passé de 36 000 à 60 000 francs, puis à 75 000 francs en 2023. Nous devons ensemble, gouvernement, syndicats, employeurs et sociétés civiles, œuvrer pour instaurer un cadre de concertation permanent. Le Premier ministre salue l'attitude responsable des syndicats ivoiriens et plaide pour un dialogue renforcé afin de concilier aspirations des travailleurs et exigences économiques. C'est des travailleurs que partent l'esprit de productivité, l'esprit de résultat, l'esprit de la victoire, et c'est des travailleurs que nous tirons toutes nos énergies pour consolider le progrès de nos différents pays. C'est pourquoi je voudrais qu'on acclame tous les travailleurs réunis ici. Le président Alassane Ouattara a instruit que le dialogue social conduise à la trêve sociale, qui est le résultat de l'intelligence de nos syndicalistes et de la volonté du président Alassane de donner à la Côte d'Ivoire la chance d'être un pays en prospérité avec toute la rigueur qu'impose la gestion d'une nation comme ce beau pays qu'est la Côte d'Ivoire. Nous tenons à rendre un témoignage particulier à tous ces syndicats parce que c'est grâce à eux que la trêve sociale a pu être célébrée dans notre pays depuis plusieurs années. Le gouvernement de Côte d'Ivoire reste très attentif aux conclusions de vos travaux qui, nous l'espérons, aboutiront à des recommandations allant dans le sens de l'amélioration des rapports entre les gouvernements et les syndicats du monde du travail pour une paix durable dans nos États.
À Grand Bassam, le dialogue est lancé. Au terme des débats et échanges de la 15e édition de ce forum, les travailleurs aspirent à voir leurs recommandations se concrétiser en actions tangibles. Entre la Côte d'Ivoire et le Ghana dans le secteur du cacao se renforce. Le nouveau directeur général du Ghana, Cocoa Board, est en visite à Abidjan pour rencontrer son homologue ivoirien du Conseil Café Cacao. La rencontre a eu lieu ce mardi 25 février dans les locaux du Conseil Café Cacao à Abidjan. Les deux parties veulent renforcer les actions communes, notamment en matière de recherche, de lutte contre le changement climatique et de prévention de la fuite du cacao. C'est ce que nous rapporte Jean-Louis Gbangbo. Ransford Anerté Abbé, fraîchement nommé à la tête du Ghana Cocoa Board, est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Son message est clair. Le Ghana entend maintenir et renforcer son partenariat avec la Côte d'Ivoire dans le cadre de l'initiative Cacao Côte d'Ivoire-Ghana. Il est quand même dommage que le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui représentent 60% de la production mondiale de cacao, ne puissent pas bénéficier, ne puissent pas faire bénéficier aux producteurs de la manne financière qui est donc dans le secteur du cacao. C'est pourquoi nous avons travaillé à augmenter les rémunérations des producteurs dans un premier temps. Nous avons également travaillé sur les questions concernant la contrebande du cacao vers le Ghana, mais également vers la Côte d'Ivoire. Les échanges ont porté sur plusieurs sujets stratégiques, notamment la recherche, l'adaptation au changement climatique et la lutte contre la fuite illicite du cacao vers les pays voisins. Nous allons reprendre notre coopération en renforçant la recherche agronomique. Nous allons changer notre façon de travailler et continuer à renforcer notre coopération dans tous les domaines pour la survie de nos filières. Nous avons beaucoup collaboré ces dernières années autour des questions de la coordination des salles de marché qui nous a permis d'aboutir aux annonces de prix concomitantes dans les deux pays. Et cette coordination quand même permet de maîtriser certains problèmes autour des prix, des différenciations. Avec près de 60% de la production mondiale de cacao, la Côte d'Ivoire et le Ghana ont un rôle déterminant à jouer. La visite du nouveau directeur général du Ghana Cocoa Board marque ainsi une nouvelle étape dans cette collaboration stratégique. Le cacao ivoirien rencontre du succès hors de nos frontières. En Côte d'Ivoire, il a aussi bien plus qu'une simple culture. C'est l'or brun qui fait battre le cœur de l'économie nationale. Mais face aux défis du changement climatique et à la nécessité de moderniser l'agriculture, une révolution est en marche. À Tiassalé, la ville à plus de 100 km d'Abidjan, la première plantation agro-industrielle de cacao du pays voit le jour. Un projet ambitieux, durable et innovant qui promet de redéfinir l'avenir de la filière cacaoyère. On part à la découverte de cette plantation avec Lansine Bakayoko. Le cacao, l'un des trésors les plus précieux de la Côte d'Ivoire, constitue le pilier de l'économie nationale. Avec plus de 2 millions de tonnes exportées chaque année, le pays fait face à un défi majeur, moderniser son agriculture pour produire des fèves de haute qualité tout en préservant l'environnement. À plus de 100 km d'Abidjan, dans la région de Tiassalé, une révolution est en marche. C'est ici que se trouve la première plantation agro-industrielle de cacao du pays, un projet ambitieux qui incarne l'avenir de l'agriculture durable et innovante. C'est un projet de production agricole, spécifiquement la production de cacao, donc durable, avec zéro déforestation, zéro travail des enfants, respectueuse de l'environnement. Avec plus de 230 000 cacaoyers répartis sur 220 hectares, la plantation est entièrement intégrée dans un système d'agroforesterie sophistiqué. Notre système de production intègre donc la gestion de la fertilité des sols à travers la valorisation des résidus de récolte, notamment des coques de cacao, une lutte intégrée contre les prédateurs et les ravageurs, et une biodiversité avec le planting de plus de 10 000 espèces d'arbres. Face au défi du changement climatique, nous avons opté pour une exploitation cacaoyère irriguée. Grâce à un réseau de 14 km de tuyaux d'irrigation, les 230 000 cacaoyers sont alimentés en eau de manière optimale.
Cette infrastructure a permis à la production de passer de 170 tonnes en 2017 à 250 tonnes en 2024, avec un objectif de 600 tonnes d'ici 2026. Notre objectif est de produire un cacao premium, de haute qualité, made in Côte d'Ivoire, le cacao du Bandama. Dans l'unité post-récolte, les fèves de cacao sont méticuleusement disposées dans des caisses innovantes en forme d'escalier, amorçant ainsi un processus de fermentation d'une durée de 6 jours. Et pendant ces 6 jours de fermentation, on a un bon suivi qui est fait. La température est prise de façon suivie, qui part du 1er jour au 6e jour. Parce que notre but, c'est d'avoir un cacao premium, un cacao de fine saveur. Cette approche rigoureuse permet d'ajuster les conditions en temps réel, d'optimiser la qualité des fèves et de façonner un produit de première qualité. Cette réussite est le fruit du dévouement de plus de 200 employés qui travaillent sans relâche pour atteindre les objectifs fixés par le gouvernement de Côte d'Ivoire. L'une de nos grandes ambitions est de faire de chaque citoyen, quelle que soit son origine et sa condition sociale, un acteur de développement qui contribue par son travail à la création de richesses. Avec un chiffre d'affaires en constante croissance, cette plantation agro-industrielle incarne non seulement l'avenir du cacao ivoirien, mais aussi un modèle de développement agricole durable et innovant pour toute l'Afrique. On prend la direction de Paris en France, là-bas à l'initiative du ministre français de l'Agriculture. Les ministres ivoiriens et leurs homologues des autres pays ont échangé ce mardi sur diverses problématiques, dont celles liées aux conditions d'accès au marché européen. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, Kobena Kwasi Adjoumani, a également accordé une audience au député Jérôme Nury, par ailleurs président de la Commission des affaires économiques, numériques et agricoles du Conseil départemental de l'Orne. Il a été question diversement de cacao et sur place retrouvant Lanciné Bakayoko. Ces échanges interministériels, une tradition au Salon de l'agriculture de Paris. Parmi les sujets abordés, l'urgence de densifier les synergies pour un développement agricole durable. La Côte d'Ivoire est fortement représentée à ce salon. Nous voudrions montrer à la face du monde que la Côte d'Ivoire a pris les normes de l'Union européenne comme un credo et nous étions déjà même en avance puisque nous avons déjà commencé avant que les normes ne soient prescrites. Le ministre d'État, Kobena Kwasi Adjoumani, a également eu un tête-à-tête avec le président de la Commission des affaires économiques, agricoles et numériques de l'Assemblée nationale française. Et je voulais d'abord le féliciter pour le stand de la Côte d'Ivoire qui est magnifique et qui donne, je trouve, une très très belle image de votre pays, de ses productions. Et je crois que vous pouvez en être fiers. Et puis je voulais vous dire aussi qu'un territoire comme le mien, en Normandie, a besoin de la Côte d'Ivoire, puisqu'en fait, j'ai une partie de mes entreprises qui travaillent avec la Côte d'Ivoire, notamment par rapport aux cacaotiers. Et donc j'étais intéressé de pouvoir converser avec le ministre sur ces sujets-là, sur ces échanges économiques qu'il peut y avoir entre la France et la Côte d'Ivoire, la Normandie et la Côte d'Ivoire. Ces entretiens devraient déboucher sur des partenariats bénéfiques pour l'industrie ivoirienne du chocolat. Le ministère des Eaux et Forêts participe au Salon international de l'agriculture de Paris, SIA 2025. Son premier responsable, le ministre Laurent Tchagba, y prend part active en faisant la promotion des produits forestiers. La forêt étant au préalable à l'agriculture, il a invité les participants à préserver de manière durable et à lutter contre la déforestation. Didier Nguessan. Ako, fromager, framiré, niangon ou acajou. Ces échantillons d'arbres issus des forêts ivoiriennes sont présents au Salon international de l'agriculture de Paris. Le ministère des Eaux et Forêts, qui en fait la promotion, entend ainsi valoriser les produits forestiers. Le ministre Laurent Tchagba a expliqué aux participants le bien fondé du bois en tant que ressource forestière. Ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que nous luttons contre la déforestation, mais il faut garantir la sécurité industrielle au niveau du bois, parce que rien ne peut se faire dans le monde sans le bois. Nous devons faire en sorte que le bois sur le marché soit garanti pour les populations sans que cela participe à la déforestation.
Il a engagé les participants à s'investir dans la reconstitution de ces essences de valeur et à n'utiliser que le bois issu de sources durables afin de lutter contre la déforestation. Que les uns et les autres comprennent la nécessité de faire cohabiter la lutte contre la déforestation et le travail qu'il faut faire pour valoriser les produits forestiers. Divers produits de bois sont présentés au stand ivoirien, mettant en lumière l'intérêt de la valorisation des produits forestiers. On reste en Europe avec la Côte d'Ivoire qui affiche sa volonté de capitaliser ses expériences acquises depuis le 27e congrès de l'Union postale universelle UPU tenu à Abidjan en 2021. Le pays assure actuellement la gestion de la présidence du conseil d'administration de cette organisation. Relativement au prochain cycle qui va débuter en septembre prochain à Dubaï, une forte délégation ivoirienne multiplie les rencontres au siège de l'institution en Suisse. Elle est en plein lobbying pour s'assurer de l'élection de Isaac Nyamba-Yao, directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire et président sortant du conseil d'administration de l'UPU au poste de vice-directeur général du bureau international de l'UPU. Envoyé spécial à Berne en Suisse, Walter Amadou Ouattara. Au siège de l'Union postale universelle UPU à Berne en Suisse, cette délégation ivoirienne composée des représentants du ministère des Affaires étrangères, du ministère de la Transition numérique et de la digitalisation, ainsi que de l'ARTCI et de la Poste de Côte d'Ivoire, exploite les opportunités afin de faire asseoir Isaac Nyamba-Yao, directeur général de la Poste de Côte d'Ivoire, dans le fauteuil de vice-directeur général du bureau international de l'UPU. Laurent Assoua, conseiller technique du ministre Khalil Konaté, lève un coin de voile sur la stratégie adoptée. La Côte d'Ivoire, pays qui est l'ami de tous, ennemi de personne. Il est aussi bon de saluer, toute l'importance qu'a eu la Côte d'Ivoire dans le déroulement des actions du cycle d'Abidjan. Nous travaillons avec nos frères africains de l'UPAP et nous travaillons avec les autres unions. Nous avons des challenges. Je souhaiterais que nous soyons tous mobilisés pour porter très haut le drapeau de la Côte d'Ivoire au cours du congrès de Dubaï. L'équipe est à pied d'œuvre depuis le 17 février dernier. Elle a pris part aux travaux du conseil d'exploitation postale. Aujourd'hui, la délégation fait du corps à corps durant les différentes sections du conseil d'administration de l'UPU. Les enjeux sont importants pour le pays. C'est une union très forte de 192 membres qui a été créée en 1874, qui a fêté ses 150 ans en 2024. Et la Côte d'Ivoire a eu à abriter en 2021 le 27e congrès de l'Union postale universelle. Donc elle permet à la Côte d'Ivoire d'abord de parler d'égal à égal avec tous les pays du monde et bien sûr de bénéficier de toutes les innovations qui se font. L'industrie postale est en pleine mutation. Le fait de côtoyer tous les grands pays, le fait de côtoyer des acteurs innovants nous permet de capitaliser. Donc la Côte d'Ivoire gagne à tous les prix. Pour cette journée, le projet de rénovation du siège de l'UPU et les aspects liés à la gouvernance étaient sur la table. Le 28 février marquera la fin du cycle d'Abidjan entamé en 2022. Avant le 28e congrès qui se tiendra au mois de septembre prochain à Dubaï, 192 nations membres de l'UPU sont attendues à la réception d'honneur organisée par la Côte d'Ivoire le mercredi 26 février 2025. Retour sur les bords de la lagune Hatchan, une dame effroyablement secouée, un quartier effroyablement secoué par un meurtre, le quartier Terre Rouge d'Abobon-Dotré ce dimanche 23 février pour cause l'assassinat d'Adou Aou Djeneba, mère de 4 enfants, froidement poignardée à mort par son ex-petite amie qui tentait désespérément de la reconquérir après une relation tumultueuse. Face à ce drame, la ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a rendu une visite à la famille éplorée afin d'apporter la compassion et le soutien du gouvernement. Témoin de cette rencontre, Malika Koulibaly. Mettre définitivement un terme à la recrudescence des cas de féminicide en Côte d'Ivoire. C'est la quintessence du message de l'émissaire du gouvernement Nassénéba Touré, ministre de la Famille, de la Femme et de l'Enfant, compatissante envers la famille de feu Aou Djeneba Adou. Cette mère de 4 enfants a été assassinée froidement par son ex-petite amie le dimanche 23 février 2025 à Abobon-Dotré, Terre Rouge. Occasion pour elle de déplorer les arrangements à l'amiable face aux cas de violence basés sur le genre. Ces derniers mois, les cas de féminicide ne font que se multiplier. On voudrait demander aux populations vivant sur notre sol
de ne pas se compromettre dans les arrangements à l'amiable. C'est un des cas aujourd'hui. La victime a déjà été victime de violences de par son conjoint avec lequel elle vivait. Elle s'est séparée et c'est l'arrangement à l'amiable. Donc la loi n'a pas été appliquée et la deuxième fois a conduit à la perte de sa vie. Un dispositif législatif contre les violences basées sur le genre est en vigueur depuis 2019. Au vu du cas Aou Djeneba Adou, la ministre Nassénéba Touré ne compte déroger à la règle concernant son application. Elle en appelle à l'utilisation des mesures d'alerte en cas d'urgence. La police, la gendarmerie et surtout la ligne 1308 pour signaler tous les cas de féminicide. Mais on voudrait informer les populations ivoiriennes que des tests dans le code pénal, tout est mis en place pour soutenir les victimes de VBG, de violences basées sur le genre et de violences de toutes sortes. La famille éplorée est reconnaissante de la compassion du gouvernement. La visite de Madame la ministre nous réconforte et à travers elle dit merci au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, qui vraiment fait des efforts de solidarité vraiment pour tout ce qu'il fait pour la nation ivoirienne et même pour le monde entier. On souhaite que justice soit faite. Hormis cette initiative gouvernementale à l'endroit de la famille de feu Aou Djeneba Adou, une marche blanche est prévue le samedi prochain à Abobo pour dire non au féminicide. Au chapitre politique, la présidente de l'Union des femmes du RHDP a sillonné la région du Bounkani, périple effectué dans le cadre de sa tournée de mobilisation pour la victoire du parti à l'élection présidentielle prochaine. Lors de cette rencontre avec les femmes de la région, il a été question de faire aussi la promotion de la paix et du vivre ensemble. Souleymane Donisongou, Cissé Ibrahim. Les femmes du Bounkani en parfaite symbiose avec la présidente de l'Union des femmes du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, UFRHDP. Une communion pour saluer les actions de développement du président de la République. À leur côté, plusieurs cadres de la localité. Ensemble, ils réitèrent leur engagement en vue d'une victoire à l'issue des prochaines échéances électorales de 2025. Nous réaffirmons aujourd'hui notre engagement sans faille à assurer la victoire du RHDP en octobre 2025. Arlette Badou, présidente de l'Union des femmes du parti, recommande l'entente entre les filles et fils de la région. Elle les exhorte à matérialiser le vivre ensemble prôné par le président de la République. Restons donc unis, solidaires, mobilisés et faisons en sorte que le Bounkani, comme partout ailleurs en Côte d'Ivoire, le RHDP triomphe haut les mains. La ministre Niale Kaba, fille de la région et coordonnatrice principale du RHDP dans le Bounkani, adhère à cette vision. Grâce à la vision éclairée du président de la République, notre pays avance, notre pays se modernise et les femmes prennent toute leur place dans ce progrès. C'est pourquoi nous devons nous lever comme une seule femme pour assurer la continuité de cette dynamique en octobre 2025. Avant le meeting final de Bounan, Arlette Badou a parcouru les localités de Doropo, Téni et des Nations dans la dynamique des remobilisations des femmes de la localité. Le mouvement national de Côte d'Ivoire, MNC, ce nouveau parti dans l'arène politique ivoirienne, a fait récemment sa sortie officielle à Yopougon. Son credo, l'unité, paix et progrès. Il entend tenir un congrès ordinaire le 9 mars 2025. À ce rendez-vous, le MNC décidera s'il prendra part ou non à l'élection présidentielle d'octobre 2025. Ahmed Traoré. Le milieu politique ivoirien vient de s'enrichir d'un nouveau parti. Il s'agit du Parti national de Côte d'Ivoire, PNCI. Pour le président du PNCI, sa formation politique a pour objectif majeur de mener le combat politique autrement et de répondre concrètement aux attentes des Ivoiriens. Et nous voulons que les Ivoiriens s'assument. Que les Ivoiriens s'assument, les Ivoiriens du Nord, du Sud, de l'Est, par adoption ou par naturalisation. Les étrangers qui sont sur le sol ivoirien avec nous, que nous vivons ensemble en bonne et intelligence. Et c'est ce travail-là que le MNC est en train d'abattre pour que nous vivons sainement sur le sol ivoirien, pour ne pas qu'il y ait d'appréhension de tout genre. À la question de savoir si cette formation politique prendra part à l'élection présidentielle à venir,
Son président estime que la rentrée politique du parti se penchera sur cette préoccupation. Rentrée politique prévue se tenir le 9 mars 2025. Le PNCI compte pour l'instant 1700 représentants sur toute l'étendue du territoire national. Depuis le samedi dernier, Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, vit au rythme du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou, le FESPACO. Au cœur de ce rendez-vous du 7e art se trouve le marché international du cinéma africain et de la télévision MICA. La Côte d'Ivoire, présente à ce grand rendez-vous, profite pour vendre son cinéma et invite les réalisateurs à venir produire leurs films dans notre pays. Depuis Ouagadougou, Issa Tchonan Yeo et Ibrahim Touré. Le MICA, marché international du cinéma africain et de la télévision, vitrine essentielle du FESPACO, met en lumière les acheteurs. C'est aussi une lucarne pour les pays de montrer leur savoir-faire en cinéma et en télévision. La Côte d'Ivoire est présente à ce rendez-vous du donner et du recevoir sur le plan cinématographique avec un stand. Vous savez bien que le FESPACO aujourd'hui est une institution africaine du cinéma. Et qui dit cinéma dit la culture. On ne pouvait pas, nous, en tant que ministère de la Culture et de la Francophonie, ne pas mobiliser les Ivoiriens à cette activité. Donc Madame la ministre de la Culture et de la Francophonie a bien pris les dispositions pour qu'une délégation forte de près d'une trentaine de personnes puisse être présente à ce festival. Des responsables de fêtières et des figures bien connues du monde du 7e art ivoirien profitent pour vendre leurs atouts. Le ministère nous a donné une opportunité de venir tisser de nouvelles relations, de rechercher des investissements et surtout de faire en sorte que notre événement qui est la NISA, la Nuit ivoirienne du 7e art, puisse trouver des partenaires, en tout cas pour évoluer encore plus et pour permettre une ouverture à plusieurs pays qui sont présents ici. Le fait de venir ici, c'est de voir aussi la réalité, c'est de voir le BBDA échanger avec, puisque le directeur du BBDA, le président, il est arrivé à Abidjan. Je suis venu sur place pour m'imprégner de tout ce qui est art. Je suis là dans le cadre de la promotion du Salon international du contenu audiovisuel d'Abidjan, SICA. Que le salon, ce n'est pas un événement qui réunit seulement les producteurs et les distributeurs au niveau national, mais plutôt au niveau africain. Donc ici, au FESPACO, on est sur le marché MICA, marché africain du cinéma et de la télévision, justement pour lancer un appel aux producteurs et aux distributeurs à venir à Abidjan. Au dire du représentant du ministre de la Culture et de la Francophonie, le professeur Yessi, le MICA est l'occasion d'inviter les acteurs du cinéma africain à privilégier la destination Côte d'Ivoire pour leurs différents tournages de films. L'Arabie saoudite célèbre le jour de la fondation de son royaume, premier État saoudien en 1727, fondé par l'imam Mohammed Ben Saoud. Ce jour a été approuvé le 27 janvier 2022 par un décret royal émis par le gardien des deux saintes mosquées, le roi Salman Ben Abdelaziz Al Saoud. Pour sacrifier à la tradition, la communauté saoudienne vivant en Côte d'Ivoire a commémoré le samedi 22 février dernier l'anniversaire de la fondation du royaume dans la commune de Cocody. Parmi les convives, Malika Koulibaly. Célébrer la gloire du premier État saoudien constitue un appel à la fierté vis-à-vis des origines profondément ancrées de l'État depuis une époque très lointaine. C'est aussi un appel à renforcer le lien entre les citoyens et leurs dirigeants. La commémoration annuelle de la fondation de l'État saoudien à Abidjan symbolise les réussites des rois, les fils du roi fondateur Abdelaziz Ben Abderrahman Al Saoud, qui ont contribué à renforcer le développement et l'unité du pays. Le royaume d'Arabie saoudite est un modèle de paix et de bienfaisance, car il a su exploiter ses capacités politiques et économiques pour nouer des relations étroites avec les pays du monde. Le gouvernement du royaume d'Arabie saoudite a tenu à établir des partenariats efficaces basés sur le respect mutuel et les intérêts communs, et a fait du renforcement
de la paix et de la sécurité internationale, son message le plus important. Occasion pour l'ambassadeur saoudien en Côte d'Ivoire de saluer le soutien constant du président de la République, Alassane Ouattara, au renforcement et au développement des relations bilatérales dans tous les domaines. La journée de la fondation marque l'un des moments les plus importants pour le royaume, à savoir la fondation du premier État saoudien et la ville de Diriyah par l'imam Mohammed bin Saoud en février 1727. Une célébration approuvée le 27 janvier 2022 par un décret royal émis par le roi Salman bin Abdulaziz Al Saoud, consacrant le 22 février de chaque année à la célébration de la journée de la fondation. Toutefois, cette journée connue sous le slogan « Jour du commencement de l'État saoudien » ne remplace pas la fête nationale de l'Arabie saoudite qui a lieu tous les 23 septembre pour célébrer l'unification des royaumes du Neige et du Hejaz. Pour clore cette édition, les dirigeants des 27 États membres de l'UE se réuniront mercredi en visioconférence pour un débriefing de la rencontre centrée sur l'Ukraine entre Emmanuel Macron et Donald Trump à Washington. En préparation du Conseil européen extraordinaire du 6 mars, j'organise une vidéoconférence des membres du Conseil européen, a annoncé ce mardi sur X son président Antonio Costa. Ce sommet de début mars à Bruxelles a été convoqué selon ces termes à un moment décisif pour l'Ukraine et la sécurité européenne. Voilà pour l'essentiel de l'actualité qui fait les choux gras de la presse ici et partout ailleurs. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi.